Monsieur Marcel Toyi est dans la place. Ouh! Alors, déjà, Monsieur Marcel, bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien. D'accord. J'ai des questions pour vous, mais avant cela, j'ai posé une question rapidement, je vous en prie. Bachana, pourquoi allons-nous à l'école, selon toi? En 30 secondes. Mais nous allons à l'école, c'est pour apprendre. Monsieur Marcel est arrivé. Alors, je vais à l'école. C'est pour apprendre à s'en sortir demain. Okay. Merci, Bachana. Madame Sandra, je m'instruis à l'école. Je m'instruis à l'école. Madame Light, je me découvre à l'école. Je me découvre à l'école. Madame Émilie, c'est pour me cultiver. C'est pour te cultiver. Ouais. D'accord. Ça marche. Je ne vais rien demander à Monsieur Ataï. Monsieur Marcel, avec vous aujourd'hui, on va parler, on a promis à nos téléspectateurs depuis belle lurette et aujourd'hui, enfin, on a su lancer notre hameçon pour vous attirer sur le plateau de Nectar. On va parler de parents 3.0, bien 2024.0. Voilà, je préfère le dire ainsi. Mais avant, si vous permettez, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question? Pourquoi allons-nous à l'école? Ok. Je vais d'abord qualifier les réponses que j'ai entendues. Ça commence bien. Les réponses qu'ils ont données peuvent être regroupées dans la rubrique qu'on appelle objectif secondaire de l'éducation, de ce pourquoi on va à l'école. Ah! Monsieur Marcel! Bonne arrivée! Secondaire! C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle objectif premier pour lequel nous allons à l'école, qui est le fondamental même. Et de quel objectif découle tout ce qu'ils ont donné comme réponse. Okay. Ça veut dire qu'en réalité, ces réponses ne sont pas fausses, mais ce n'est pas l'objectif premier pour lequel nous allons à l'école. Okay. Ouais. Parce que si ce n'est que pour ça, tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école. Tiens. Ah, j'ai dit, quand il vient, il décode tous les codes. Alors, quel est l'objectif premier pour lequel nous allons à l'école? Pour que les téléspectateurs comprennent très bien l'objectif premier pour lequel nous allons à l'école, je les ramène à une activité qui se passe au jardin d'enfants, la toute première activité quand les enfants vont à l'école. La toute première activité, c'est la gymnastique, n'est-ce pas? Oui. Et pour faire la gymnastique au jardin d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? Le tonton ou la tata ou l'éducateur ou l'éducatrice met plusieurs obstacles devant l'enfant. Alors, l'enfant arrive quelque part, il sait, c'est-à-dire il réfléchit, que ici, je dois ramper pour sortir par là. Il arrive devant un autre obstacle, il sait, c'est-à-dire il réfléchit, qu'il doit sauter. Il arrive devant un autre obstacle, il sait, c'est-à-dire il réfléchit, qu'il doit contourner. Ça veut dire que nous allons à l'école pour apprendre à résoudre les équations de la vie. Gang, gang. Émilie, je te rejoins. C'est bon. Donc, les équations en question, ce sont les réponses qu'ils ont données. Mais Monsieur Marcel, je note. Lors de votre premier passage, vous aviez parlé même des principes de base de la création d'un jardin. Tout le monde n'est pas allé au même jardin avec les obstacles. Oui. Donc, est-ce que quelque part, nous avons raté quelque chose? Je ne peux pas dire que vous avez raté parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Okay. Et donc, quel que soit l'âge, tu peux toujours te rattraper en continuant d'apprendre. Okay. Et donc, ici, par exemple, c'est un cadre d'éducation tout au long de la vie. Ce n'est pas un cadre formel, mais c'est un cadre, un espace qui te permet d'acquérir ce que tu ne connaissais pas. Et donc, je ne peux pas dire qu'ils ont raté, mais il y a toujours des opportunités pour pouvoir se rattraper, pour apprendre et pour réajuster ce qui ne l'était pas. D'accord. Alors, nous venons maintenant à ce dossier lourd sur lequel vous êtes là aujourd'hui. Nous allons parler de parents. Parents 2024.0, c'est comme ça que nous disons, Monsieur Marcel. Un parent et son enfant, la relation, comment devons-nous la qualifier?
ou comment devons-nous la bâtir? Pour répondre vraiment à ta question, pour bâtir la relation entre parents et enfants, il faut être porteur des capacités qui te permettent de bien bâtir. Oh, monsieur Marcel, pourquoi à chaque fois vous donnez des questions? La réponse nous ramène à 18 000 questions. Le temps qu'on... Bon, je vais essayer de monnayer. Il faut monnayer, vraiment. Change. Il faut avoir un savoir-faire qui te permet de bien bâtir pour que cela soit en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, il faut avoir des savoir-faire et des savoirs aussi. C'est-à-dire qu'il faut les connaissances et les manières de faire en utilisant ces connaissances-là. Oui. Tu sais, je vous avais dit que les Anglais ont scanné l'homme et ils sont arrivés à la conclusion que l'homme est constitué de la tête, du cœur et du bras. La tête, c'est tout ce qu'il y a comme connaissance pure. On te donne une définition, par exemple, du théorème de Pythagore. C'est une connaissance pure. OK. Tu vois? Mais cette connaissance pure, quand vous l'utilisez dans un domaine, vous pouvez fabriquer quelque chose avec. Vous voyez? Donc, vous avez utilisé une connaissance pour l'associer au psychomoteur, c'est-à-dire aux compétences opérationnelles, au savoir-faire. Parce que le savoir-faire ne tombe pas du ciel, ça doit venir de ce que tu as appris, de ce que tu connais, avant de l'utiliser pour transformer quelque chose. Exact. Et donc, là, si nous sommes d'accord. les parents n'ont pas ce savoir-faire dans la manière dont ils doivent entretenir les relations avec leur enfant, il va se trouver que ce que cet enfant devrait normalement devenir, malheureusement, il ne le deviendra pas. Si Dieu lui fait grâce et il trouve sur son chemin ce qu'on appelle un témoin secourable, et là, il s'en sort. Mais s'il n'a pas cette grâce-là, malheureusement, il tombe dans les mains des gens qui n'ont pas ce savoir-faire en question. Et finalement, sa voie prend un cours moins l'infini. Et donc, il prend une voie déviante. Vous voyez? Oui. Et finalement, cet enfant, malheureusement, voudra bien réussir. Il est tombé malheureusement dans les mains d'un parent qui a des compétences... non, nous, on appelle ça les compétences déficitaires. Déficitaires parce que le parent connaît quelque chose dans la manière d'entretenir des relations avec l'enfant, mais ce n'est pas suffisant pour construire l'enfant. Ce n'est pas suffisant pour aider l'enfant à avoir une vision. Ce n'est pas suffisant pour aider l'enfant à savoir comment vivre en société. Ce n'est pas suffisant pour permettre à l'enfant de réussir dans la vie. Ce qu'on appelle la réussite scolaire et la réussite sociale. Ça commence fort. Hein? Monsieur Marcel, je voudrais... On va spécifier les choses. On a, prenons le cas d'une maman qui nous suit présentement, qui dit est-ce qu'elle est concernée dans cette histoire d'un parent qui... Parce que ce que vous dites là, c'est un peu... Les connaissances, on va les acquérir forcément à l'école, n'est-ce pas? Ou pas? Oui. Disons, quel que soit ton statut ou bien ton profil en tant que parent, tu es concerné. Tu es concerné. Voilà. Que tu sois un parent déscolarisé, non scolarisé, analphabète, intellectuel, parce que ce n'est pas parce que tu as le doctorat que tu connais ce que je suis en train de dire. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est fort, mais c'est clair. C'est fort, mais c'est clair. Oui, c'est pour ça, vous voyez, je vous donne un exemple avant d'aller dans la suite de la réponse. J'ai été une fois invité à une rentrée scolaire dans un établissement pour échanger avec les parents. Et quand je suis rentré, j'ai vu des docteurs qui sont assis, des médecins, des colonels, des enseignants, en tout cas tout le corps social. Et je leur ai dit, aujourd'hui, c'est la rentrée des parents. Ils ont tiqué. La rentrée des parents. Oui, la rentrée des parents. C'est-à-dire, je ne viens pas voulu appliquer scolaire parce que ça risque de nous ramener aux enfants. Et je leur ai dit, vous voyez,
les parents doivent faire leur rentrée dans l'établissement. C'est-à-dire ils ont leur rentrée scolaire aussi. Mais leur rentrée scolaire doit être un peu comparable à ce que, à la rentrée des enfants. Quand les enfants rentrent, ils rentrent sur la base d'un programme, non? Sur la base des évaluations. Vous, votre rentrée là, vous allez rentrer, il vous faut un programme. Oui, il vous faut un programme, s'il vous plaît, chers parents. Et donc, je dis, OK, comme vous ne connaissez pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un espace d'apprentissage. Si vous avez accepté de venir vous asseoir, ça veut dire que vous avez accroché votre manteau de docteur, d'infirmier, pour venir vous asseoir comme apprenant. C'est pour ça que vous devez aller à l'école, à une autre école, l'école des parents. Et donc, on est ici à l'école des parents. Alors, je vais poser 2-3 questions rapidement. Je dis, OK, quel est le parent qui veut que son enfant vraiment réussisse bien à l'école? Tous les parents. Effectivement, madame, vous avez dit, tout le monde a levé le doigt. Je dis, OK, vous êtes en train de me dire de vous donner un module de formation à vous, parents, sur les enjeux de l'éducation. Quand on dit enjeu, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds. Quand tu es parent et tu veux que l'enfant réussisse, qu'est-ce que tu gagnes en inscrivant l'enfant à l'école, en l'encadrant, etc. Qu'est-ce que tu perds aujourd'hui et demain? Ça, c'était la première question. La deuxième, je dis, quel est le parent qui a des problèmes de gestion des tickets, des portables à la maison? Là encore, tous, on lève le doigt. Et je leur dis, OK, vous êtes en levant le doigt, vous êtes en train de me dire de vous donner un module de formation qu'on appelle exploitation pédagogique et éducative des TIC, des médias, des feuilletons, etc. Je pose encore une autre question. Je dis, OK, quel est le parent qui avait souhaité que vraiment sa fille excelle comme Aïcha qu'on voit tout le temps à la télé et ses collègues aussi qu'on voit à la télévision, les femmes à un niveau élevé de la société, que ce soit à la présidence, quand je prends le cas du Togo, à la présidence de la République, à la primature, hier à l'Assemblée nationale et autres, tous ont levé le doigt. J'ai dit, vous voyez, vous êtes en train de me dire que vous voulez que je vous donne un module de formation sur les conditions de réussite et d'ascension d'une fille à l'école. Je suis en train de répondre indirectement à la question quand j'ai dit qu'il faut que les parents aient des capacités. Pour pouvoir bien encadrer les enfants, il faut avoir des capacités. Les capacités, c'est des modules, c'est des formations qu'on te donne. Est-ce que mon ami qui est sur l'écran, la caméra, il peut être sur cette caméra s'il n'a pas reçu la formation de manipuler la caméra? Exactement, c'est la même chose. Donc, ça n'a rien à voir avec je t'aime, tu m'aimes, Marion, nous combien d'enfants, chérie, je suis enceinte, youpi, baptême. Rien à voir. Rien à voir. On ne naît pas parents. C'est ça. Et je dis, quel est le parent qui ne croit pas qu'on peut éduquer un enfant sans aucune forme de violence? Là, ils étaient 80 à ne pas accepter, ils disent non, ils sont sceptiques, ils ne croient pas à ça. Et à peine 5% ont accepté que c'est possible. Je dis, OK, vous êtes en train de me dire de vous donner un module de formation qu'on appelle les alternatives à la violence éducative. Les méthodes d'éducation non violente, quoi. C'est ça qu'on appelle les alternatives. C'est des gens sans coup, quoi. Oui. Vous pouvez éduquer un enfant sans aucune forme de violence. L'enfant va se comporter de façon responsable, de façon autonome, et il sera porteur des valeurs de non-violence, de paix, aujourd'hui et demain, à quelque niveau de responsabilité que tu retrouveras dans la société. Maintenant, si tout ce que je dis là, vous êtes parents, vous ne suivez pas. Parce que quand on dit que les parents, ils doivent aller à l'école, l'école dont on parle, ce n'est pas une école formelle. Oui. Ce n'est pas une école où vous allez regrouper les enfants. Ici, tout ce qu'on est en train de faire là, ça, c'est une école, ça. Voilà. Oui, vous êtes en train de donner des conseils, en tout cas, d'éveiller les parents et autres sur la bonne façon de faire, la bonne démarche pour qu'ils puissent avoir des capacités qui puissent leur permettre de pouvoir bien encadrer leurs enfants. Et donc, on apprend par les médias, on apprend par la musique, on apprend par la bibliothèque, on apprend par les recherches, on apprend aussi par des échanges avec des personnes ressources. Excusez-moi, la musique. On apprend par la musique. On apprend par la musique. Et en octobre, quand j'ai fait la tournée sur les conférences d'actualité dans les régions, quand je suis arrivé, j'ai déblayé le profil d'un candidat
d'un élève averti. Parce que vous avez donné les catégories de plusieurs élèves. Oui. Voilà. Parce qu'il y a plein d'élèves, les démoralisés, les oisifs dans les écoles. C'est ça qui fait que les taux de réussite sont catastrophiques. Tous ne sont pas dignes d'être appelés élèves. Oh, C'est parce qu'ils portent juste le cahier, on dit qu'ils sont élèves. Non, il faut tamiser. Il faut tamiser et amener les autres à un camp de redressement, à un camp de reconditionnement pour qu'ils aient le profit des élèves qui sont dignes d'être à l'école. Wow. Oui, c'est parce qu'on a ouvert les vannes, parce qu'on est dans une école démocratique, on a ouvert les vannes, et puis, bon, tout le monde va à l'école. Tout le monde va à l'école, mais quand les taux de réussite qu'on a eu là, au BPC qui est de 24 ou 34, j'ai reçu le représentant du ministre de l'Enseignement primaire qui a tout expliqué. Et une des causes fondamentales, c'est que la plupart des élèves sont des élèves démoralisés et des élèves oisifs. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé le centre de gravité. Le centre de gravité de l'école. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de s'accrocher aux études, aux devoirs et autres, ils sont dans l'addiction à l'alcool, ils sont dans l'addiction au sexe, ils sont dans l'addiction et autres. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Alors, vous disiez donc que vous aviez, lors de votre tournée... Voilà, j'ai fait passer une musique pour leur dire que quand on dit conférence d'actualité, c'est un mode d'apprentissage. On apprend de façon formelle dans les salles de classe, mais on apprend aussi par les cours en ligne, on apprend aussi par une musique, on apprend par l'exploitation d'une vidéo, d'une scène des acteurs dans un film. Oui. Et donc, j'ai fait passer, quand j'ai décrit les catégories d'élèves, j'ai fait passer donc une musique, un son dans lequel l'artiste disait que il a chanté en éveil, hein, CVV, sommet l'agneau, demain sera beau, tu seras heureux. Si tu veux, tu peux. Sèche tes larmes dans tes yeux, demain sera beau, tu seras heureux. Et il a décrit comment ce jeune qu'il a en train de décrire dans cette chanson a compris que la réussite est au bout de l'effort. Oui. Il faut de l'abnégation. Il faut se départir de toutes les relations compromettantes et autres, et de ne pas consacrer son temps aux réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, il a les compétences à vendre. Le voilà dans une belle voiture avec une veste qui coûte presque 300 000 francs, etc. Est-ce que vous ne voulez pas être comme cet élève dont on a décrit dans cette chanson? C'est ça l'exploitation pédagogique. Ça veut dire que si moi je suis enseignant, je vais faire un cours sur le civisme qui porte sur une de ces valeurs, mais je n'ai pas besoin de faire lire. Je mets un dispositif audio en classe, je les fais écouter avec beaucoup d'attention, ils prennent note et on déclenche ainsi le cours. Ouais. C'est ce plan-là que nous avons reçu en étant enfants. Il faut aller à l'école, fournir des efforts et devenir quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la jeunesse pense que c'est un plan révolu, quoi. Que c'est un plan révolu aujourd'hui. Il y a d'autres plans qu'ils peuvent exploiter. Quelle est vraiment la solution à ce fléau? Parce que si on vous dit c'est tel chemin que les aînés ont pris et que ça a marché, vous vous dites que non, ce chemin, franchement, ce chemin a révolu. Nous avons tracé un autre chemin. Et puis, ils ont des rôles modèles, ils ont des exemples qu'ils donnent et tout. Quelle est vraiment la solution à ça, M. Toyi? La solution est à deux niveaux. Le premier niveau, il y a des valeurs intangibles. Depuis que l'homme existe sur la terre, il y a des valeurs intangibles. C'est les valeurs du travail, du sens de sacrifice, de l'abnégation, du respect des autres et du travail, rien que le travail. Aujourd'hui, combien de jeunes dans ton environnement ont compris que il faut travailler, il faut bosser, il faut se sacrifier. Ils sont plus enclins à la facilité et ça pose un réel problème. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est dans les modules de formation, donc dans les curricula, qu'il faut faire asseoir dans la vie des enfants les possibilités qui s'offrent à eux si ils sont excellents à l'école. C'est aux deux niveaux. Une part au niveau institutionnel et une part au niveau des enfants et de leurs parents.
Parce que c'est leurs parents qui doivent veiller à ce qu'ils ne dévient pas de la voie et des conseils qu'on leur donne. C'est les deux. Si vous leur donnez les deux, avec des cours sur l'orientation scolaire, par exemple, et autres, ils voient si je fais très bien les mathématiques, ce que je peux devenir demain. Si je fais très bien, par exemple, l'anglais associé à une autre matière, les possibilités de projets professionnels qui s'ouvrent devant moi demain. C'est tout ça conjugué qui vont permettre à l'enfant de réussir. Mais si il est porteur des valeurs négatives pour être un élève démoralisé et oisif, ce n'est pas évident s'il ne se convertit pas rapidement là. Demain, ne sera pas. Sur le côté des élèves démoralisés et oisifs. Ouais. On sait que nous sommes tous sous l'égide de nos parents. C'est eux qui sont nos dieux sur terre. C'est ce qu'on nous a dit. Mais non, est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi cet enfant-là est devenu de cette manière comme ça? Parce que l'enfant n'est pas né comme ça. Et il faut qu'on l'emmène dans un camp de redressement. Et s'il revient à la maison, ça retourne à la même chose. Non, quand je dis camp de redressement, en fait, voilà. Non, je il n'y comprends. a pas un camp où on va amener les enfants comme ça, mais il faut partir des espaces d'apprentissage pour l'amener à se convertir. Mais je me dis que si le parent lui-même... Parce que des fois, les enfants deviennent démoralisés parce qu'il y a des situations à la maison. Bien sûr. Et si les parents n'ont pas la formation, bien sûr. Même si on fait ça à l'école, ça ne va rien donner. Bien sûr. En fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut revoir le programme des associations des parents d'élèves au sein des écoles. Et l'Union togolaise des associations des parents d'élèves doivent inscrire dans leur plan annuel un renforcement de capacité des parents à travers tous les canaux possibles. Oui, ils peuvent signer un contrat avec Nectar pour dire, OK, nous voulons 2 émissions avec des spécialistes 2 fois par semaine sur toute l'année et nous allons faire en sorte que les gens soient au courant que l'Union togolaise des associations des parents d'élèves veulent passer par le canal de cette émission-là pour parler et sensibiliser les parents, leur faire apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Vous voyez? Donc, c'est ce travail qui doit se faire. Si ce travail est fait, eh bien, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le canal de l'activité, les gens seront au courant. Ils sauront comment il faut faire. Et comme vous le dites, c'est vrai. Il y a certains parents, vous voyez, là où je vous donne pleinement raison, il y a ce qu'on appelle, on dit souvent que les parents sont des influenceurs, soit positifs de leurs enfants, ou bien des influenceurs négatifs. C'est vrai. Alors, si tu es adepte de l'éducation, disons, de l'éducation violente, et tu n'es pas prêt à apprendre aussi en tant que parent, eh bien, tu risques d'être en conflit de génération avec ton enfant parce que l'enfant sait, il apprend ce que toi, tu ne connais pas. Et donc, il faut aujourd'hui instaurer un espace de dialogue, d'échange avec l'enfant, ne serait-ce que 2 fois par semaine en famille. Et oui, si on n'opère pas des mutations de cette façon, je vous dis, il y aura problème. Monsieur, reprenez là. Attendez. Il faut qu'on aille derrière. Oui, parce qu'on n'a pas compris. Un échange de dialogue. Un espace de dialogue en famille. C'est-à-dire que vous dites par semaine, soit mardi ou samedi, après avoir mangé, on doit échanger. Oui. Et ils doivent tout dire. Ils doivent tout dire. Vous devez mettre les enfants en confiance. D'abord, dites-moi comment, si je suis avec ma femme par exemple, dites-moi comment vous nous percevez en tant que papa et maman. Sandy nous a enseigné ça la fois dernière. Fondamental. Une autre question, qu'est-ce que vous avez envie de devenir demain? Une autre question, qu'est-ce que vous attendez de nous pour que vous réussissiez votre ambition, votre rêve de demain? Une autre question, qu'est-ce qui fait que quand nous vous disons de faire ceci, vous faites peut-être quelquefois autre chose? Expliquez-nous. Et autres. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle la collecte d'informations. Vous faites cette collecte d'informations et vous faites le traitement. Le traitement se fait avec les spécialistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes parent, il faut avoir dans ton réseau de relations des gens qui s'y connaissent dans le domaine de l'éducation, des gens qui s'y connaissent dans le domaine de l'orientation, des gens qui s'y connaissent dans le domaine de la prise en charge psychologique des jeunes.
D'accord. Alors, on a une autre question, rapidement, monsieur Vignon. Je vais d'abord intervenir sur ce que vient de dire monsieur. Ça dépend de la complicité, en réalité, qu'a le parent avec son enfant. Parce que pour se libérer, en réalité, il faut que l'enfant se sente vraiment en confiance. Je veux poser une question principalement sur les parents. Si, par exemple, on parle du postulat que c'est un prototype de programme, c'est-à-dire c'est un programme qu'on doit inculquer aux parents et qu'ils doivent venir inculquer aux enfants, c'est-à-dire qu'ils doivent appliquer sur les enfants. Là, on ne créera pas, par exemple, des prototypes d'enfants parce que le programme, il est le même pour tous les parents et ils vont devoir l'appliquer. C'est aussi, je ne comprends pas, c'est aussi de la diversité qu'enrichit le Togo. Parce que si, par exemple, on dit que chaque parent doit faire ça avec son enfant, si tous les parents vont faire ça avec leur enfant, on crée des prototypes d'enfants. Non, on ne va pas créer des prototypes d'enfants. Le seul objectif, c'est de voir est-ce que ce que vous êtes en train d'échanger avec l'enfant, est-ce que ça va permettre à l'enfant de s'épanouir? Parce que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est l'épanouissement de l'enfant. Et quand on parle d'épanouissement, il y a l'épanouissement matériel, spirituel, intellectuel, moral et tout. C'est ça qu'il faut viser. Donc, si le programme sur, par exemple, un module sur les méthodes non violentes, par exemple, et le parent comprend que si il continue d'exercer cette méthode violente, par exemple, sur l'enfant, l'enfant aura pour confident ses amis et des gens qui ne se connaissent rien, qui vont détruire là. Il va changer de... Il a intérêt à changer. Tu le fais simplement la démonstration. Nous, on a fait des formations, par exemple, aux parents, on a fait des formations, par exemple, aux enseignants. On leur a dit, vous voyez, on va vous proposer un exercice. Ceux qui ne l'ont jamais fait, expérimenter. Et 2 jours après, comme la formation se porte sur 3 jours, 2 jours après, vous venez. Ça consiste à quoi? Vous vous levez très tôt le matin, vous tapez la porte de l'enfant et vous dites que vous êtes venu pour le saluer. Hey! Merci, monsieur Taï. Attends, monsieur Marcel. Monsieur Jacques, s'il vous plaît, simulation. C'est vous. Dormons. Voilà, je dors. C'est qui les parents déjà? C'est moi. C'est vous les parents? Oui. Maintenant, je suis debout. Viens vers moi. Venez seulement. Alors, quelle belle journée de mercredi. Hein. La nuit, je viens de faire Al-Wala, je viens de prier. Allons voir le petit Elias là. Voilà. Maman, Elias, tu es là? Alors... C'est ça? Non, mais c'est un coquille, là. Chaque fois, c'est qu'il dit, tu habites dans ma maison que j'ai construite, si tu es dedans, je tape à ta porte, tu dis, c'est encore qui ça? Je reprends. Tu as bien dit, tu tapes à la porte, tu ne rentres pas sans taper. C'est ça. Parce que, à partir de là, vous voyez, en tapant, tu es en train de faire asseoir une valeur dans la vie de l'enfant. Que pour rentrer dans la chambre d'autrui, il faut s'annoncer. C'est de l'éducation, c'est une valeur positive que vous êtes en train d'asseoir. Donc ce n'est pas de l'humiliation. Ce n'est pas un rabaissement du parent. Non. Alors, monsieur Marcel, oui. Je suis d'accord avec ça. Hein. Mais là où, à partir du moment où l'enfant... qui t'a dit de rentrer dans ma chambre, je t'interdis de rentrer dans ma chambre, je ne veux pas. Ou alors tu fais coco, non, je ne veux pas te voir. À ce moment-là, je repars. Non, il ne peut pas faire ça. Non. Ça veut dire que si l'enfant réagit comme ça, si l'enfant réagit de cette façon, ça dénote qu'il y a une crise en famille, une crise familiale. Il y a une crise et vous devez dénouer la crise. Vous devez dénouer la crise. Dénouer la crise. Oui, il y a une crise. S'il n'y a pas de crise, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est établie. Et donc, l'enfant ne peut pas réagir tel que vous dites. Si nous vivons tous ensemble entre couchés. C'est ça la question. Bon, là, tu peux le réveiller. Pour lui dire bonjour. Je lui dis bonjour. Et il se recouche. Que tu veux ça. Tu veux savoir comment il va? Tu sais l'heure à laquelle tu vas le réveiller. Que tu veux savoir s'il a bien dormi. Voilà. C'est plus facile pour nous, pour maman, en tant que de faire ça pour les tout petits.
On trouve ça trop mignon de les réveiller, ça va. Mais à partir du moment où ton adolescent, il bougonne, il te parle un peu d'une... Et toi, tais-toi. Non. Si tu ne l'avais pas fait quand il était tout petit, tu peux le faire à n'importe quel âge. Oui. Tout dépend à n'importe quel intéressant. âge. Tout dépend du ton Que tu prends pour... maternel ou paternel que tu utilises pour t'adresser à l'enfant. Il va dire, oh, effectivement, c'est parce que je n'étais pas allé jusqu'au bout quand je donnais l'exemple. Hein. Quand nous l'avons dit, il y a des femmes qui sont allées, il y a des participantes qui sont allées expérimenter. Et le lendemain, ils sont venus nous rapporter que les enfants étaient deux dans la chambre. Et quand la maman, elle tapait, elle a fait cet exercice, après, elle entendait les deux enfants dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, au fait, ça fait bizarre. Maman, en tant que qui? Allô, papa, en tant que qui? Bon, je vais Oh, donner des bateaux, allô? Des bavailles. En fait, c'est une question que je pose. Le papa fait ça à deux ou comment? Pour témoignage. Si vous êtes... Oui. Non, vous pouvez faire ça à deux Ou seul. pour une première fois, vous pouvez faire ça seul aussi. Ouais. Ouais, au lieu ça peut être papa. Mais l'idéal, si vous êtes deux, il faut le faire à deux dans un premier temps. En même temps, La les deux première parents vont fois. en même temps. La première fois, le faire à deux. Et les autres fois, vous pouvez le faire de façon alternée. Alors, on a Sandra qui veut... Oui, Sandy? Oui, déjà, merci à monsieur de m'appuyer parce que quand je vous dis les choses ici, vraiment merci beaucoup parce qu'on avait parlé de toutes ces petites notions que je leur donne en introduction, mais des fois on trouve que c'est moi qui en fais de trop. Vraiment merci parce que c'est une manière de sensibiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui apprennent et vraiment on rend grâce à Dieu. Par le biais de cette émission, beaucoup de parents vraiment apprennent et ça change dans les maisons petit à petit. Et il faut continuer de sensibiliser. Absolument. C'est très important parce que nous n'avions pas grandi dans ça et c'est compliqué de transmettre. Mais si nous arrivons à le faire maintenant, le monde va changer plus tard pour ces futurs enfants qui deviendront aussi des parents qui feront la même chose. Moi, je voulais parler surtout de l'environnement. Aujourd'hui, c'est l'environnement qui influe beaucoup. Le parent aussi est négligent d'une part et d'autre parce qu'il n'a pas eu à le faire. Les parents ont besoin d'être éduqués pour éduquer un enfant. Sans ça, c'est compliqué. Mais quand on parle de ces modules et autres, là, il y en a qui disent « Oh, et Wanchamila Gava Ofifia », c'est un peu compliqué. On a tellement de problèmes pour c'est ça. Et le parent a toujours des prétextes pas possibles. Et ça, l'environnement, c'est dans quel sens je veux comprendre? Voilà. Parce que l'environnement familial, non? Oui. L'environnement familial, ça joue beaucoup. Donc, déjà, moi, je me dis, quand nous prenons du côté environnemental par rapport à la société et tout, il faut faire comprendre aux parents ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. À l'enfant aussi, comme le dit. Monsieur est en train de dire qu'il faut toquer la porte de l'enfant. J'avais dit ça ici. Mais beaucoup de parents se disent « Ma va pour rentrer, on a vigné benuko. » Parce que... En le faisant, vous êtes en train de créer... De vous rapprocher de l'enfant. C'est parce ça. que vous créez trop de distance entre l'enfant et vous. Trop de distance. Et donc, quand l'enfant était tout petit, on le berçait et tout ça. Et dès qu'il a commencé par casser le verre, etc., ah bon, et on l'éloigne. On l'éloigne. Vous voyez le problème? Exact, sans le savoir. Mais les enfants, ils sont comme des éponges qui absorbent les émotions. Hein. Oui, ils absorbent des émotions. Si les émotions sont positives, ils vont absorber les émotions positives et restituer ça après. Mais s'ils absorbent les émotions négatives, eh bien, ils vont restituer aussi les émotions négatives après. Monsieur Marcel, nous allons faire un petit partage d'expérience. Light aussi en a. Par rapport à moi, je veux donner, je salue mon père. C'est-à-dire que chez nous, on nous a enseigné, je sais pas, un papa qui, de par sa profession pédagogue, une vraie maman togolaise, elle vient, rentre. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir dans sa chambre en rentrant. On t'enseigne que pour venir dans la chambre de tes parents, tu dois toquer, tu attends, on te dit c'est qui, c'est moi, il y a quoi, il y a ceci, ok, viens, ou bien attends. On t'enseigne ça. Donc, toi, tu sais que quand tu vas quelque part, tu dois toquer. Mais quand le parent va rentrer, il rentre. Il ne toque pas. Non, voilà. Ce n'est pas une bonne pratique éducative.
Ce n'est pas une bonne pratique éducative. Vous avez envie de dire Parce que tout acte que le parent pose dans ses relations avec l'enfant doit être une opportunité d'asseoir une valeur pour aujourd'hui et demain. C'est comme ça que le parent doit raisonner. Vous n'allez pas faire parce que c'est vous qui êtes papa, c'est vous qui êtes maman, et donc vous avez le droit de vie et de mort sur l'enfant. Ça là, si tu poses un acte comme ça, ça veut dire que tu es un adepte de l'éducation traditionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par éducation traditionnelle? Parce que là, il t'a dit quelque chose qu'on nous a toujours dit, et même pour les croyants, qu'on soit musulman ou chrétien, ton parent, c'est ton Dieu. Donc, il a pratiquement droit de vie. Il n'a pas le droit de mort sur toi. S'il a le droit de mort, ça veut dire qu'il est un parent traditionnel. Il est un parent autocratique. Chia. Oui. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y a plusieurs catégories de parents. En fonction du profil de parent dépend ce que l'enfant va devenir. Parent autocratique ou traditionnel, lui, c'est beaucoup plus les négativités qu'il devait mettre à la poubelle qu'il prend encore pour éduquer l'enfant. Citez-nous-en au moins, comme ça on peut se situer. Une des négativités, c'est que tu rentres dans la chambre de l'enfant sans taper. Oui. Faut pas chercher loin. Une autre négativité, les enfants ne mangent pas l'œuf, ils vont voler. Ah oui. Ils ne mangent pas la viande, ils vont voler. Non, ça, les gens font ça. Les vies, on a ignoré. Elle va fifi. Et Bibi, on est là, fifi. Ça te surprend, non? Ça existe bel et bien. Ah, il y a ça. Voilà. Non, attendez, les gens font. Si ton enfant, tu prépares, l'enfant ne doit pas manger viande ou bien œuf parce qu'il doit voler. On a déjà préparé. Non, arrêtez. Le jus de la viande. Pour la viande, c'est que quand on te sert un repas, tu n'as pas le droit de manger la viande en premier. Voilà. Exactement. Oui, mais là, ça c'est... Mais tu as la viande, tu n'as pas le droit de manger la viande en premier. Ah bon? Non, c'est méchant. C'est méchant comme maman. C'est méchant. Ah, pourquoi c'est méchant? Non, c'est méchant parce que bon, l'enfant, c'est un être humain quand même. Schéma. Ça, c'est traditionnel. Non, quand même. Alors, là, tu veux partager une expérience? En fait, j'ai eu à avoir les deux types d'éducation. Avant de partir, j'étais dans l'éducation traditionnelle. Mais en retour, il a commencé par toquer avant d'entrer. Parce que au passé, il y avait une grande distance jusqu'à ce que, bon, il y a une grande distance en fait. Et quand on a commencé par toquer, donc tu te dis, la première fois on a toqué, j'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est papa. Je dis, ça va. C'est là que ça m'a passé. Il faut entrer. Et c'est là j'ai dit, il faut entrer. Bon, parce qu'avant, mais là, c'était déjà grande, c'était déjà âgée, c'est ça? Oui, mais en adolescence, j'étais partie. On se dit que quand les parents nous voient adultes, là, ils nous donnent une certaine forme de respect. Non, pas toutefois. Ah bon? Oui. Mais la plupart des parents... si tu es adulte, un parent ne rentrera pas sans ne pas toquer. Pas toutefois. C'est très tôt. C'est très tôt qu'il faut le faire. À bas âge, il faut le faire. Il faut que l'enfant comprenne qu'il doit rentrer dans la chambre d'une autre personne, d'autrui, en tapant, en s'annonçant. Il doit s'annoncer et qu'il attende l'autorisation. Oui, la preuve, elle a dit que vous pouvez rentrer. Si elle avait dit, papa, attends un instant, il allait attendre. Il allait attendre. Oui, des fois, il attendait. Je disais, je m'habillais, attends un peu, il attend. Mais c'est ça. Il attend. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à ton parent d'attendre ma Ça, c'est la négativité dans l'éducation traditionnelle. Non, voilà. Je précise qu'en fait, quand nous disons éducation traditionnelle, tout n'est pas négatif dans leur vie. Ça aussi, c'est une précision qu'il faut donner. C'est ça. C'est ça. Par exemple, les traditionnels, ils sont rigoureux. Et la rigueur... Quand l'enfant devient adulte, il ne rentre pas comme ça. Les parents traditionnels ne rentrent pas comme ça. Un enfant à l'âge de puberté
Le parent ne rentre pas comme ça traditionnellement. Il faut savoir, dans certaines maisons, ce n'est pas pareil. Non, non, un papa, à moins qu'il ait l'esprit retors, ne peut pas se permettre d'entrer dans la chambre de sa fille ou bien son enfant adolescent sans savoir dans quel état. Quand nous disons parents, éducation traditionnelle, il ne faut pas que les gens perçoivent ça comme quelque chose de négatif à 100%. Non, ils sont portés aussi des valeurs positives là-dedans. Oui. Par exemple, le traditionnel, c'est quelqu'un qui est rigoureux. Aujourd'hui, qui veut réussir sans rigueur? Rigueur dans le travail. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre chez eux. Oui. Mais pas tout. Pas tout. Un peu. D'accord. Oui, Vignon. Je pense que toutes ces pratiques-là sont là pour responsabiliser l'enfant. C'est-à-dire, dès le bas âge, lorsque, par exemple, on toque à sa porte avant de rentrer, lorsqu'on le respecte, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on est proche de son enfant, en réalité, il se sent coupable même quand il fait du mal. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il fait une erreur, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin de le réprimander pour ça. Lui-même, il se culpabilise et il se corrige en même temps. Moi, par exemple, j'ai été éduqué dans une famille où j'ai eu... quand j'écoute souvent mes amis dire que lorsque, par exemple, tu manges à table avec des grands, lorsqu'on te donne le choix, tu dois prendre la viande de plus petit ou un truc du genre, et tout et tout. Moi, j'ai été éduqué par un parent. On dit, lorsque tu as le choix, il faut choisir le plus grand. Peu importe celui que tu as en face de toi, peu importe celui que... Lorsqu'on te donne le choix, lorsque les grands décident que tu choisisses en premier, il faut que tu choisisses le plus grand. Depuis l'enfance, on m'a toujours dit ça. Mon père m'a toujours martelé ça. Ce qui fait qu'en réalité, ça a développé en moi un esprit de je veux en réalité. De conquérant. Je veux en réalité. Lorsque j'ai le choix, il faut que je choisisse le plus grand. Il faut que je fasse les choses bien. La plus grande viande. Oui. Non, mais Madame Aïcha, j'ai pas fini ma question, vous avez tout compris. En même temps, merci. Non, vous êtes une maman. Non, monsieur Marcel, par rapport à ce qu'il dit, je suis d'accord. Mais quand même quand on te dit ça, derrière, il y a un petit, il y a un petit quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Ok. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que, vous voyez, toutes les valeurs qu'on peut faire asseoir dans la vie de l'enfant pour qu'ils comprennent le savoir-vivre, le savoir-faire, tout. C'est des valeurs qui doivent être toujours mises à l'épreuve pour voir si vraiment c'est la bonne façon de faire. Vous voyez, ce qu'il dit là, il y a une part dedans, et comme Aïcha le dit, il y a un problème aussi là-dedans. Même si toi, enfant, on te dit que tu peux choisir parmi les grands, il faut montrer que tu es un enfant humble et sage. Et donc, tu dois dire non. Je préfère que vous choisissiez et après moi, je vais venir. S'ils insistent, tu cherches même le plus petit morceau. C'est eux qui vont même prendre pour te donner le gros. Et là, tu es à 100% bien éduqué. Voilà. Sinon, il y a problème. Par rapport aux parents qui ont démissionné, nous avons des parents aujourd'hui qui ont démissionné parce que... La plupart. Il a fait de son mieux, quoi. Il est